pense que ce colloque microbiote de pharmaceutique a vraiment permis de nous faire comprendre qu'aujourd'hui, on doit considérer le microbiote intestinal comme un véritable organe, comme un organe à part entière. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que on a vraiment compris qu'il y avait un potentiel génétique qui est énorme. Ça, ce sont les progrès de l'analyse métagénomique de ces dernières années. On dénombre à peu près 3 millions de gènes microbiens contre 22 000 gènes humains, donc on comprend effectivement le potentiel qui est colossal. On a aussi permis, grâce à ces techniques d'analyse métagénomique, d'identifier un nombre immense de micro-organismes. Aujourd'hui, on parle de 1000 espèces différentes. Et donc, on comprend vraiment que nous sommes finalement des êtres hybrides. C'est-à-dire qu'on est des êtres symbiotiques, on vit avec notre microbiote, il y a une relation qui se crée entre l'hôte et le microbiote, et ce microbiote est essentiel pour notre santé, puisqu'on l'a vu aussi à travers les interventions, il exerce un certain nombre de fonctions qui nous sont indispensables. Et surtout, on s'est aperçu aussi relativement récemment que ce microbiote il peut être déséquilibré. On parle de dysbiose intestinale, et ces dysbioses, elles sont associées à un certain nombre de pathologies. Donc on a tout d'abord identifié les pathologies digestives, évidemment les diarrhées aussi associées à la prise d'antibiotiques, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le syndrome de l'intestin irritable, et puis on identifie aussi de plus en plus d'autres pathologies qui sont des maladies extra-digestives, comme par exemple les pathologies neuropsychiatriques, où on suspecte effectivement l'implication du microbiote intestinal, les pathologies articulaires, des pathologies métaboliques, et puis également des pathologies cardiovasculaires. Donc on voit effectivement que ce microbiote il est au carrefour d'un grand nombre de maladies et qu'il faut à tout prix essayer de le maintenir en équilibre pour préserver en quelque sorte sa santé. Ce que je retiens de cette table ronde, en fait, je retiens que je pense qu'on a vraiment compris que ce microbiote intestinal, il était, ou en tout cas, on le pense de plus en plus, associé, impliqué dans un certain nombre de maladies. Et notamment quand il est en situation de déséquilibre, quand il est en situation de dysbiose. Et donc, naturellement, on comprend qu'il est logique d'essayer de le moduler pour essayer de restaurer son équilibre et éventuellement contribuer à la prise en charge de certaines pathologies. Et donc ça, on le peut aujourd'hui grâce aux probiotiques. Encore faut-il choisir, je dirais, le bon probiotique. Et comment choisir le bon probiotique? Un bon critère, en fait, c'est de sélectionner les souches qui ont démontré une efficacité, un intérêt, à travers des études cliniques. Donc, je vais prendre rapidement deux exemples. Saccharomyces boulardii, par exemple, qui est commercialisé sous le nom d'ultralevure. Donc cette souche a clairement démontré son efficacité, en particulier dans la diarrhée associée à la prise d'antibiotiques, en permettant de limiter l'impact des antibiotiques sur le microbiote et en permettant un retour plus rapide à l'équilibre. Un autre exemple, un Bifidobacterium infantis 35624, qui, lui, a démontré son intérêt clinique dans le syndrome de l'intestin irritable. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, en fait, si ces deux souches sont recommandées par les sociétés savantes de gastro-entérologie. Et puis, ce que je retiens aussi, effectivement, de cette table ronde, c'est le futur. Et le futur, ce sont les probiotiques de nouvelle génération qui vont permettre probablement d'avoir un intérêt, notamment en onco-hématologie. Donc, quelque part, tout reste à découvrir et je pense qu'on est effectivement qu'au début de l'histoire.